19h45, la barrière Info Soir, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mardi 20 avril 2021. Le président tchadien Idriss Déby Itno est mort ces jours. Il a succombé à ses blessures à la suite d'un affrontement avec le FARC. L'annonce a été faite sur la télévision tchadienne par le général Gal Hazen, porte-parole du CMT, le Conseil militaire de transition. Une transition de 18 mois sera assurée par le Conseil et dirigée par le fils du président Déby. On l'écoute. Idriss Déby Itno vient de donner son dernier souffle en défendant l'intégrité territoriale sur le champ de bataille. C'est avec une profonde amertume que nous annonçons au peuple tchadien le décès ce mardi 20 avril 2021 du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, des suites de ses blessures au front. Ce douloureux événement intervient le jour de la proclamation des résultats provisoires de la CENI qui plébiscite le maréchal du Tchad à la magistrature suprême au premier tour de l'élection présidentielle. Voilà, après le décès du président du Tchad, c'est son chef de la garde présidentielle qui a été désigné comme successeur du maréchal Idriss Déby Itno. Mohamed Idriss Déby Itno, c'est son nom, appelé également Mohamed Kaka, succède à son père à la tête du Tchad. Il va diriger la transition pour une durée de 18 mois. Qui est Mohamed Idriss Déby Itno? Qui est Mohamed Idriss Déby Itno, nouvel homme fort du pays? Après l'annonce de la mort du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, c'est son fils Mohamed Idriss Déby Itno, militaire avec grade de général 4 étoiles, qui prend la tête du Conseil militaire de transition de la République du Tchad, CMT. Né en 1984, le jeune Déby intègre le groupement des écoles militaires interarmées du Tchad, puis le lycée militaire d'Aix en province en France, durant 3 mois. De son retour au Bercail, il travaille à la Direction générale de services de sécurité des institutions de l'État, DGSSIE, et la garde présidentielle. En effet, en homme de terrain, il participe en 2009 à la victoire finale du Tchad, dite Damdam, sur des rebelles de Timan Erdinimi. Il est commandant de l'escadron blindé et des gardes du corps en 2010. Et en 2012, il est devenu le numéro 1 de la DGSSIE chargé de la sécurité de la présidence. En 2013, il est nommé au poste de commandant en seconde des forces armées tchadiennes en intervention au Mali, Fatima, dans le nord du Mali. Jusqu'à la mort de son père, Mohamed Idriss Déby Itno était le chef de la garde présidentielle. Depuis ce mardi 20 avril 2021, il devient le nouvel homme fort du pays. Il gère la transition pour une durée de 18 mois, le Conseil militaire de transition composé de 15 membres. La mort du président tchadien Idriss Déby pourrait impacter l'élan des pays du bassin du lac Tchad et ceux du G5 Sahel dans la lutte contre les groupes terroristes si le successeur ne continue pas sur les traces du défunt président, estime le journaliste analyste sur les questions sécuritaires Moussa Aksar. C'est dans ce reportage signé Hassan Saleh Mustafa et Boubacar Souley. La mort du maréchal tchadien Idriss Déby intervient quelques heures seulement après la confirmation de sa victoire à la tête du pays pour un 6e mandat au terme du scrutin du dimanche 11 avril dernier sous fond de contestation populaire et militaire. Cette mort intervient au moment où le Front pour l'alternance et la concorde au Tchad, le FACT, qui est composé de plusieurs mouvements rebelles, a mené des actions depuis le 11 avril dernier sur toute la partie sud du Tchad. Et aussi, il faut dire que nous avons suivi le communiqué du gouvernement de transition qui dit que le président Déby est mort au combat. Et comme vous le savez, il n'y a pas eu de communication comme par le passé quand il avait fait l'offensive de Boma. On doit se poser la question de savoir, dans le lieu du lac Tchad, on doit se poser la question de savoir
pourquoi il n'y a pas eu de communication cette fois-ci quand il était au front. Et selon nos informations, il a été blessé au combat. Il a été transporté en N'Djamena, c'est pour cela qu'il est mort depuis hier à 9h45, selon nos informations. Et que c'est pour cela que vous avez entendu, il y a eu une sortie du matériel militaire, des chars qui ont quadrillé la ville hier. Et c'est ce matin, il y a eu cette déclaration d'un conseil de transition qui n'est autre qu'un coup d'État qui est perpétré au Tchad. Arrivé au pouvoir en 1990 par la voie des armes et perd ce même pouvoir par la voie des armes, un rôle important contre le groupe terroriste, notamment dans le lit du lac Tchad et dans le Sahel. Sa mort ne sera pas donc sans conséquence dans ce combat. Les conséquences qu'on peut avoir de cette situation, c'est sur la frontière avec la Centrafrique. Vous savez que il y a des soldats tchadiens qui sont de l'autre côté. Vous avez aussi au Soudan, aussi, il y a vraiment des hommes de débit qui sont au Soudan. Mais n'oublions pas aussi le Sahel. Au Mali, il y a des contingents tchadiens. Au Niger, il y a des contingents dans la zone des 3 frontières. Et dans le lit du lac Tchad, vous avez une présence tchadienne. Donc, est-ce que cette présence tchadienne, est-ce qu'elle n'aura pas, est-ce que cette situation au Tchad actuel n'aura pas de répercussions sur le travail vraiment efficace que les soldats tchadiens sont en train de faire dans le Sahel, dans la zone de 3 frontières et aussi dans le lit du lac Tchad? C'est la question qu'il faut se poser. Et déjà, selon nos informations, ces unités-là sont en train d'être déployées au Tchad quand il y a eu ces événements-là. Le Tchad partage les frontières communes avec plusieurs autres pays sur qui les conséquences de la mort du président tchadien Idriss Déby pourraient toutefois se répercuter. Déjà, je dois vous dire, il y a des conséquences parce que les rebelles du FACT, quand ils ont été malmenés par les troupes gouvernementales du défunt maréchal, et si vous regardez la carte, elles ont bifurqué un peu vers le sud, vers la frontière, vers notre frontière. Et du fait que notre frontière soit poreuse, certains éléments rebelles se sont retrouvés dans cette partie de notre territoire. Il faut les souligner. Et de l'autre côté, vous avez dans le lit du lac Tchad aussi, il faut s'attendre à une incursion de ces rebelles-là dans le lit du lac Tchad. Et à partir de ces bases-là, ils peuvent essayer de mener des offensives en direction de N'Djamena. Actuellement, des milliers de soldats tchadiens sont sur les différents théâtres d'opération, notamment dans le cadre de la lutte contre les groupes terroristes et autres crimes organisés. Au Niger, environ 2500 soldats sont sur la terre nigérienne, notamment dans la zone de 3 frontières dans la région de Tillabéri. Récemment, le président tchadien Idriss Déby était à Niamey pour soutenir ses soldats en route pour Tillabéri avant de revenir le 2 avril 2021 pour assister à la cérémonie d'investiture du nouveau président de la République, Mohamed Bazoum. Autre réaction, celle du journaliste écrivain nigérien Sédik Abba, pour qui la mort du président Idriss Déby pourrait avoir de lourdes conséquences sur la lutte contre le terrorisme dans le Sahel et dans le lit du lac Tchad. Sédik Abba, joint au téléphone par Hassan Saleh Mustafa depuis Abidjan. La disparition brutale et inattendue du président Déby va avoir des conséquences au plan interne puisque, comme vous savez, il y a un processus électoral qui était presque achevé. Sa réélection a même été annoncée par l'organe qui est en charge des élections et elle devait être confirmée. Avec sa disparition, ça interrompt ce processus et ça rebat les cartes au plan interne au Tchad. Mais au-delà du Tchad, la disparition du président Déby va avoir des conséquences sur l'agenda sécuritaire au Sahel et au bassin du lac Tchad. Vous savez que le président Déby a engagé son armée dans le Sahel, d'abord en 2013 aux côtés de l'armée française. Ensuite, il a maintenu un contingent au Mali dans le cadre de la MINUSMA, la mission des Nations Unies. Et il a déployé dans le cadre du G5 Sahel aussi son armée récemment au Niger à la demande de la France et des pays du G5 Sahel.
L'ensemble de ces décisions ont été prises par le président Déby à titre personnel. Elles n'ont pas fait l'objet d'une décision de l'Assemblée nationale, elles n'ont pas fait l'objet d'une délibération du Conseil des ministres. Donc, avec sa disparition, on rentre dans une phase d'incertitude. On ne sait pas si ses successeurs vont maintenir cet agenda sécuritaire et si jamais le Tchad venait à retirer ses contingents dans l'ensemble de ces régions, c'est clair que ça profiterait aux groupes armés terroristes et ça fragiliserait la situation sécuritaire dans le bassin du lac Tchad comme au Sahel. De tradition que le président Déby, c'est dans son tempérament et il considère ça comme quelque chose qui relève de sa dignité. Chaque fois qu'il y a une incursion des rebelles, que lui-même s'engage. Ce n'est pas la première fois qu'il s'est engagé face au mouvement rebelle. Par le passé, il a rencontré des succès. Avant Boma, Boma c'est tout récent, mais les autres années aussi, le président Déby s'était engagé dans les affrontements directs avec les rebelles. En 2008, lorsque son palais a été assiégé, la France a offert de l'évacuer, il a refusé de partir. Je ne suis pas surpris qu'il décède dans un accrochage avec les rebelles, parce que c'est dans ses habitudes. Maintenant, la façon dont cela a été géré peut créer des suspicions. Si ça avait été autrement, on n'aurait pas assuré une succession familiale, puisque c'est son fils qui prend la tête du comité militaire. Quelles pourraient être maintenant les premières priorités de ce conseil mis en place? Je pense que d'abord, la première priorité, c'est de contenir l'avancée des rebelles, puisque, comme on sait, les rebelles, bien que officiellement on dit qu'ils ont subi de lourdes pertes, apparemment, ils sont encore sur le territoire tchadien. Après avoir contenu les rebelles, assurer la sécurité et la survie du régime, ils vont sans doute s'orienter vers la recherche d'un consensus pour avoir un agenda politique. Ils ont promis qu'ils vont faire une transition de 18 mois, mais pour faire cette transition, il faudra un consensus politique. Donc, ils vont rechercher un consensus politique. Après, ils vont organiser des élections. C'est là l'inconnu. Est-ce qu'eux-mêmes voudront se présenter? Comment ils vont organiser? Sachant que, comme on sait, un régime de cette nature qui est resté pendant tant de temps a toujours à cœur sa survie. Donc, ce sont ces éléments-là que l'on attend de voir et on va juger les militaires sur la base des actes qui seront posés. Une autre réaction toujours par rapport au décès du président tchadien, grand artisan de la lutte contre le terrorisme. Écoutons Idi Ango Omar, ancien ministre de l'Intérieur, qui a eu le privilège de rencontrer le défunt Déby sous le régime du défunt président Ibrahim Baré Menassara. On l'écoute. C'est une triste nouvelle. Une triste nouvelle pour nous les Nigériens, pour le Sahel en général, et pour la lutte contre le terrorisme que nous subissons de plein fouet. Cet homme, au-delà de tout ce qu'on peut dire sur lui, a prouvé au moins qu'il a l'amour de sa sous-région de l'Afrique et que c'est un homme engagé, qui n'a pas peur et qui est très pragmatique. Je prends la situation dans le Sahel par rapport au terrorisme. Le Tchad a beaucoup donné grâce à Idriss Déby, qui s'est engagé sur le front malien quand le terrorisme a attaqué la zone malienne. Ces hommes étaient là-bas et qui, présentement, a engagé 1200 personnes sur les 3 frontières pour contenir le terrorisme. Ce n'est pas rien pour un homme qui pourtant subit des menaces. Si vous vous rappelez, il a fait l'objet de plusieurs attaques par Boko Haram. Et il a même hésité au moment où le G5 Sahel l'avait sollicité. Il avait dit que son pays subissait beaucoup de pression et que son armée était beaucoup plus utile chez lui. La pression et la solidarité sahélienne, tout ceci ont fait que cet homme a accepté de céder une partie de ces hommes qui sont venus se déployer sur les 3 frontières. Mais ce qui est certain, c'est un homme que j'ai eu l'honneur de côtoyer quand j'étais aux affaires avec la 4e République du président Baré. J'ai eu à faire plusieurs missions. J'ai eu à signer les accords de paix additifs concernant les farces. J'ai eu également à travailler avec ses collaborateurs sur la question du lit du lac, qui était infesté par des terroristes à l'époque, en collaboration avec le Nigeria. Et également, lors des visites officielles du président, j'ai eu l'honneur de l'accompagner le président Baré. Et j'ai pu voir à quel point ce monsieur est très simple, très modeste,
très accessible, mais très pragmatique. Les conséquences dépendront de comment la prise en main au niveau du Tchad se fera. L'armée a décrété un deuil de 14 jours. Ils ont décrété une transition de 18 mois. Ils ont porté son fils à la tête du pays. Ils ont dissous toutes les institutions. Tout dépendra de la capacité de la transition actuelle et de la suite à contenir et à poursuivre l'heure du maréchal du président Idriss Déby. La situation sécuritaire se dégrade davantage au Niger et depuis l'arrivée à la tête du Niger du nouveau président de la République, Mohamed Bazoum, les attaques meurtrières se sont multipliées avec la mort en masse des civils, notamment dans la région de Tillabéri. La situation sécuritaire, l'une des priorités du président Mohamed Bazoum. Suivant ce reportage de Hassan Saleh Mustafa. 91 voix pour, 29 contre et 0 abstention. Tel est le résultat à l'issue du vote du projet de loi portant prorogation de l'état d'urgence sanitaire sur l'ensemble du territoire national. Avec cette décision des députés, cela vient appuyer les efforts du gouvernement dans la lutte contre le coronavirus selon le ministre de la Santé publique. Les avantages, ça va permettre de continuer la lutte contre cette pandémie. Ça va permettre de mettre en tout cas les agents de santé qui sont aujourd'hui les soldats en matière de lutte contre cette pandémie. Ça va les mettre en sécurité vis-à-vis de la loi. Ça va leur permettre de continuer à confiner tous les cas contacts. Ça va leur permettre de prendre en charge tous les cas et ça va permettre de prévenir en tout cas la contamination, la propagation, ou du moins ça va permettre de limiter la propagation de cette maladie. Vous savez, le gouvernement avait pris près de 40 mesures pour contrecarrer cette maladie. Dieu merci, ces mesures à la date d'aujourd'hui nous ont permis en tout cas de faire en sorte que le Niger puisse presque, je dirais, gagner ce combat. Même si les cas sporadiques continuent à être enregistrés, et raison pour laquelle l'état d'urgence doit continuer, parce qu'un seul cas de cette maladie constitue une épidémie. Les parlementaires de l'opposition ont rejeté en bloc cette loi qu'ils estiment être ambiguë. Nous voulons être édifiés par rapport au niveau de cette pandémie. Beaucoup de gouvernements ont pris les dispositions pour que les populations soient vaccinées. Mais aujourd'hui, au lieu de donner l'importance à ces vaccins, certains préfèrent chercher encore à renouveler l'état d'urgence dont on connaît les conséquences sur le plan économique et social. Lors de la déclaration de création de notre groupe parlementaire, on avait dit que nous sommes pour le bien-être des populations. Tout ce qui concerne le Niger, tout ce qui fait avancer le Niger, notre groupe parlementaire n'hésitera pas à le voter. Mais tous ceux qui seront suspects, puisqu'on connaît que ce parti a tendance à faire voter des lois, pas toujours de l'intérêt du peuple. Par contre, la loi autorisant l'accord de financement additionnel composé de crédits d'un montant de 92 millions d'euros de la subvention, d'un montant équivalent à 36 600 000 francs droits de tirage spéciaux, signé le 4 novembre dernier à Niamey entre le gouvernement du Niger et l'Association internationale de développement AID pour le financement du projet de Kandaji, examiné en seconde position, a eu l'approbation de tous les 107 députés présents à l'hémicycle. Voilà, vous l'avez sans doute corrigé de vous-même. C'était là la poursuite des travaux à l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Les députés ont eu à procéder ce matin à l'examen et au vote de deux projets de loi. L'un, c'était relatif à l'état d'urgence sanitaire et l'autre sur le financement du barrage de Kandaji.
Le médiateur de la République, Maître Ali Srifi Mega, a procédé à ce jour à la pose de la première pierre de la construction du siège de cabinet du médiateur assise sur l'ancien site de l'hôpital Lazare de Niamey. Le compte-rendu de cette cérémonie, c'est avec Ayata Salah, c'est les images de Nasser Seydou. Bientôt, le cabinet du médiateur de la République disposera de son propre siège. En effet, cette cérémonie est celle de la pose de la première pierre, consacrant la construction du siège de l'institution pour un coût global de 1,656 milliard de francs CFA. Notre émotion est grande et profonde parce que l'œuvre entreprise marque non seulement la consécration d'un combat d'une vie pour la justice et l'équité, mais aussi une rupture salutaire avec un nomadisme handicapant pour une institution d'une telle grandeur qui, dans peu de temps, aura son propre édifice à la hauteur de son rang et des missions dont elle est investie. Comprenez les sentiments qui m'animent à cet instant et l'émotion que je ne puis réprimer. L'engagement qui est ainsi tenu en vaut bien la peine au regard des grands espoirs qu'il porte. Cette construction sera érigée sur un terrain de 5 000 m² octroyé par l'État du Niger sur l'ancien site de l'hôpital Lazare de Niamey. Le bâtiment dont nous inaugurons aujourd'hui la pose de la première pierre est rigoureusement adapté aux exigences de nos missions et à la place de l'institution au sein des grands services de l'État. Ce bâtiment sera construit sur un terrain de 5 000 m² octroyé par l'État du Niger suivant arrêté numéro 00/MDH du 30 mars 2018. C'est le lieu de remercier et de féliciter les plus hautes autorités de l'État pour la mise à notre disposition du terrain précité et des fonds pour la construction du mur de clôture. Ne trouvons pas des mots qui conviennent à cette occasion mémorable pour leur exprimer toute ma gratitude. Je leur dis simplement merci. Enfin vient le moment solennel de la cérémonie, celui de la pose de la première pierre par le médiateur de la République entouré de ses collaborateurs. La construction du siège de la médiature de la République permettra à l'État du Niger de réaliser des économies sur les frais colossaux de location de bâtiments. L'association des blogueurs pour une citoyenneté active, ABCA, organise depuis ce matin un atelier à l'endroit des blogueurs du Niger. Objectif, valider la charte des médias sociaux du Niger. Un atelier de 2 jours qui se tient à la maison de la presse de Niamey. Nafissatou Yahya, Halidou Bourema. Initié par l'Association des blogueurs pour une citoyenneté active ABCA, cet atelier vise la validation de la charte des médias sociaux du Niger. Un atelier qui rentre dans le cadre du projet Yergenia Labarun Yanargizo de l'ABCA. Cette charte a vu le jour suite au constat des arrestations relatives aux délits d'opinion et d'expression commis sur les médias sociaux. Arrestations qui sont de plus en plus récurrentes. En effet, vu les traités internationaux en matière de respect des droits humains dont le Niger a souscrit, il serait judicieux pour notre pays de jouer la carte de la formation que celle de la répression. Sur cet élan, il est important de souligner que depuis l'entrée en vigueur de la loi sur la cybercriminalité, aucune mesure particulière n'a été engagée pour former les citoyens et les blogueurs sur les comportements préjudiciables relatifs à l'usage des médias sociaux. Cette charte, une fois validée, contribuera à remédier à une partie des problématiques liées à l'usage des médias sociaux. Nous tenons à saluer ce partenariat d'intérêt national entre l'Association des femmes professionnelles de la communication APAC Niger et l'Association des blogueurs pour une citoyenneté active ABCA. Nous remercions au passage
Le bailleur de cette activité, à savoir Voice, qui a vu en ce projet un moyen d'apporter sa contribution en vue de la résolution d'un problème en matière de liberté d'expression et d'opinion, des droits garantis par les traités internationaux et la constitution nigérienne. Cet atelier, qui durera 2 jours, a vu la participation des blogueurs de toutes les régions du Niger et celle de l'Association des blogueurs du Burkina Faso, du Mali et du Sénégal par visioconférence. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ce 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.